La Grâce matinale, l'interview politique. Amis auditeurs, bientôt nous aurons un nouveau président, ou alors le même. Enfin, ça dépend. Enfin, vous le savez déjà, c'est pour bientôt. Et notre émission commence sa route vers le premier tour par la gauche de l'échiquier politique, puisque ce matin, nous recevons Barbara Gomez. Barbara Gomez, bonjour. Bonjour. Ah bonjour, on va commencer l'entretien comme ça, je pensais qu'il y avait une petite présentation avant. Bonjour Barbara Gomez, vous êtes porte-parole du candidat Fabien Roussel et j'avais une première question à vous poser. Pourquoi soutenez-vous sa candidature et pourquoi a-t-il choisi cette fois-ci de se présenter en tant que candidat du Parti communiste français ? La question s'est sérieusement posée pour tout le monde, d'ailleurs pas que pour moi. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce que le PCF, encore une fois, décide de finalement s'effacer au profit d'une candidature un peu plus unifiée ? Le problème, c'est qu'on a constaté qu'en faisant ça systématiquement, la voix, les valeurs que portent les communistes sur les questions sociales avaient été un petit peu effacées. À force justement de se concentrer sur la tête d'affiche, on a un petit peu oublié d'écrire le scénario à gauche. Et c'est pour ça en fait que Fabien Roussel et donc le Parti communiste ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Et votre candidat a récemment fait polémique, on l'a vu, en osant parler de vin, de fromage, de viande. Mais vos propositions en termes d'alimentation sont quelque peu passées à la trappe sous le flot des commentaires. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur celle-ci ? Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Je ne comprends pas comment dire qu'il faut une alimentation saine et accessible à toutes et tous puisse être une polémique. Bon, mais effectivement, les propositions de Fabien Roussel en la matière, elles sont assez claires. Il faut que toutes les Françaises et tous les Français puissent acheter une alimentation accessible, manger à leur faim. Et pour ça, il faut aussi augmenter les salaires, parce que si on n'a pas de salaire suffisant, on ne peut pas acheter à manger correctement. Il faut aussi une revalorisation de la situation des agriculteurs, du monde de la ruralité, permettre d'acheter... Quand les salaires augmenteront, je pense qu'on aura tous la capacité d'acheter, par exemple, bio et bon, manger en plus petite quantité de la viande, mais de la bonne viande, c'est important. Et c'est vraiment ça qui est au cœur, effectivement, du programme de Fabien Roussel. Et comment est-ce que vous expliquez que ces propos aient pu faire tant de polémique que ça ? Pour vous, c'est simplement un épiphénomène, simplement les réseaux sociaux, ou bien il y a quelque chose de plus profond à gauche ? Alors, je pense que c'est comme toujours, c'est la conjonction de phénomènes qui vont se rejoindre. Mais ce qui est assez intéressant, je pense, dans cette fausse polémique, c'est en fait la manifestation d'un degré de déconnexion de la part d'une partie de la gauche qui est assez dingue, en fait. Le débat était complètement stratosphérique. Je pense justement que ça nous a montré que la candidature de Fabien Roussel, elle fait du bien. Parce qu'on a quelqu'un qui nous dit il faut arrêter un petit peu avec les fausses polémiques, faut qu'on s'intéresse vraiment aux Françaises et aux Français et qu'on arrête de chercher des poux, et spécialement, j'ai envie de dire, entre alliés de gauche, essayer de se chercher des poux sur des questions qui n'en sont pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que cette phase qu'on a connue là autour de cette fausse polémique, elle nous sert justement à nous dire à gauche, il est temps de reconstruire un petit peu nos priorités. On va se mettre autour d'une table et on va prendre les choses sérieusement, s'intéresser aux questions essentielles, la santé, les salaires, l'énergie, comment on construit ensemble une société où on met l'être humain et la planète avant le capital, le fric et compagnie. Donc cessons un peu les vaines polémiques et on retrousse nos manches et on se met au boulot. Avant de revenir sur les questions de programme un peu plus en détail, vous avez parlé justement vous avez repris une expression assez à la mode en ce moment à gauche, se mettre autour d'une table. Comment vous envisagez justement les stratégies d'union ? Est-ce que pour vous, il peut y avoir des unions possibles à la présidentielle, ou bien tout se fera plus tard aux législatives ou autres ? Alors, pour les législatives, c'est certain qu'il faut absolument qu'on y pense, qu'on y réfléchisse maintenant. Et j'espère, en fait, que le débat pendant les présidentielles vont nous permettre, justement, de nous positionner sur ces questions et de montrer à quel point c'est important. Pour les présidentielles, l'enjeu, il est un peu différent. On sait que dans cette 5e République, c'est toujours un peu plus compliqué pour la gauche, cette élection présidentielle, avec, on est un chef, plus le fait majoritaire qui fait qu'en plus, c'est un peu compliqué d'essayer d'exprimer des voix un petit peu dissidentes par la suite. Mais je pense que
l'enjeu aussi de cette présidentielle, essentiellement, au-delà évidemment de l'enjeu, le top priorité qui est la présidence de la République, c'est de remettre les débats qui intéressent les Françaises et les Français au centre. Et ça, je pense que c'est important. La présidentielle, elle sert à ça. On a des couleurs politiques, on met en avant nos valeurs, nos principes, on dit voilà, une société, ça se construit collectivement, ça se construit ensemble, on choisit quelle voie. Donc c'est ça notre objectif pour les présidentielles. Évidemment que si la voie que nous portons, et aujourd'hui nous nous sentons un peu seuls avec Fabien Roussel, effectivement, à mettre à ce point au centre les questions sociales, mais si cette voie-là fait écho et que d'autres veulent nous rejoindre, depuis le départ d'ailleurs, bien avant que la question d'union se pose, avant même le dépôt des candidatures, vous savez que Fabien Roussel a été le premier à tendre la main aux autres candidats en disant réfléchissons à un programme commun, mais attention, et c'est pour ça que Fabien Roussel a décidé de mener cette campagne, c'est avant tout le programme et pas la tête d'affiche. Et je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est passé récemment. Vous avez vu, comme nous je pense, que Arnaud Montebourg a décidé de se retirer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu réellement d'union entre vous, puisque vous proposez justement un certain nombre d'éléments assez proches dans le domaine à la fois économique, industriel? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'union? Je ne sais pas, faudrait lui demander. D'accord. Très bien. Et justement, toujours sur ces questions d'union avec la gauche, l'un des points d'opposition majeurs avec la France insoumise actuellement, c'est le nucléaire. Pourquoi pensez-vous qu'il n'est vraiment pas possible de prôner une sortie totale du nucléaire d'ici 2050 ? Parce qu'on ne peut pas se le permettre encore. Tout simplement. On n'est pas en situation de le faire, ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus de jus pour les hôpitaux, on ne peut plus cuisiner, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, on va essayer d'abord d'aller vers le mix énergétique. On a une urgence là absolue, c'est de réduire la température parce que ça chauffe. Et puis il faut qu'on mise tout, et c'est le programme de Fabien Roussel, miser tout sur effectivement des énergies, y compris nucléaires, qui nous permettent de nous en sortir à l'avenir. Et pour vous, est-ce que c'est aussi un enjeu de souveraineté sur le plan économique et sur le plan aussi militaire? On peut penser aussi que c'est un enjeu pas uniquement écologique? Et évidemment que ça peut l'être, mais la top priorité, c'est aussi, encore une fois, la situation de notre planète. Voilà, je ne vais pas vous dire don't look up, mais je le dis quand même. On est en situation d'urgence, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y mette les moyens. C'est maintenant, il est presque... si on ne fait rien, il sera trop tard, donc il faut y aller. Et par rapport justement toujours à vos points de désaccord avec la France insoumise, est-ce que c'est uniquement justement une question qui pourrait dépasser, à un moment donné, on voit les appels du pied de Jean-Luc Mélenchon depuis un certain nombre de temps qui propose de faire un référendum sur les questions nucléaires. Est-ce que vous pensez que cet élément-là n'est pas justement central dans votre opposition avec la France insoumise? Est-ce que ça, à un moment, permet justement une forme d'union ou pas du tout? Pour vous, c'est quelque chose... vous maintiendrez coûte que coûte justement votre candidature? Alors, la candidature sera maintenue, c'est certain. Les communistes ont décidé que Fabien Roussel serait leur candidat jusqu'au bout. Et cette fois-ci, effectivement, le but, c'est de pas y aller pour faire figuration. La situation de la gauche et la situation de la France, de manière générale, est compliquée. Il est temps qu'on refasse un petit peu écouter la voix de la solidarité, du progrès social, de l'égalité, voilà comment on fait pour réfléchir ensemble, effectivement, à avoir des politiques en matière de santé qui font en sorte que les gens ont des hôpitaux, des médecins à proximité, que l'école soit une vraie priorité et qu'on n'ait pas des inégalités sociales et scolaires qui explosent et qui donnent ensuite tous les problèmes auxquels on peut constater aujourd'hui. La situation sociale et économique en France, elle est extrêmement difficile et il faut vraiment qu'on change de route, quoi. On fait qu'on construise un nouveau chemin ensemble. Donc c'est pour ça que la candidature Fabien Roussel est là. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas de quoi on parlerait aujourd'hui, parce qu'on voit bien que grâce même aux fausses polémiques, on s'intéresse au programme des communistes, on s'intéresse du coup à tout ce que je vous dis sur l'école, la solidarité, le climat, etc. Si on n'avait pas été là, je ne sais pas de quoi on aurait parlé. Et finalement, est-ce que c'est pas renoué avec une certaine tradition au sein même du Parti communiste français? On peut penser à la candidature de Jacques Duclos qui avait réuni quand même un certain nombre de voix en s'adressant aux classes populaires d'une manière différente, pas simplement en parlant de communisme. Est-ce que finalement c'est pas revenir aux sources, aux traditions? Sans doute, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ce que j'apprécie d'ailleurs à titre personnel beaucoup dans la démarche de Fabien Roussel, c'est justement de ne pas être quelqu'un de dogmatique.
on discute ensemble, on parle ensemble, on a des valeurs partagées, communes. Et voilà, dans communisme, il y a commun. Donc, c'est aussi pour ça que, en fait, on n'a pas besoin d'être un expert de l'histoire du Parti communiste pour se retrouver dans ces valeurs. Et puis, vous savez, d'ailleurs, Fabien Roussel l'avait rappelé il y a quelques temps à une autre journaliste qui s'en était presque offusquée. Mais on a tous un petit peu une carte du Parti communiste dans la poche. Ça s'appelle la carte vitale. Et d'ailleurs, celui qui nous a permis de le faire, c'était voilà, un communiste qui s'appelait Ambroise Croizat. Bien sûr. Et justement, sur ce point-là, vous avez des propositions en termes d'extension justement de la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus dessus, notamment dans le domaine de la santé? Quelles sont vos propositions phares? Oui, alors l'urgence, là, c'est d'employer des soignantes et des soignants. On n'en a pas, et à tous les niveaux. Fabien Roussel, la semaine dernière, d'ailleurs, est allé aux hôpitaux Bichat et Beaujon. Bichat dans le 18e et Beaujon à Clichy, qui sont menacés de fermeture. Voilà, pour la construction de ce qui aurait dû être un 3e hôpital de proximité, mais qui sera un hôpital unique, l'hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen, qui pour plein de raisons est extrêmement problématique et qui va avoir pour conséquence de réduire le nombre de lits et de supprimer le nombre de soignants. Vous vous rendez compte, en pleine pandémie, sachant que, quand même pour l'anecdote, l'hôpital Bichat est connu en Europe, dans l'Europe entière, pour sa spécialité en virologie. Donc vous voyez un petit peu le symbole. Ben, quand justement avec Fabien Roussel on se rend à l'hôpital Bichat, on voit à quel point il y a un problème effectivement avec un service public qui ne tient que parce que on a des gens absolument mais formidables qui sont en train de travailler dans des conditions extrêmement compliquées parce qu'ils ont la foi, si je me permets de le dire ici, en l'intérêt public, en la chose publique, parce qu'ils veulent aider les gens, parce que voilà ils ont cette passion, cette conviction, et c'est que sur ça que ça repose. Des gens qui sont épuisés, qui font des heures supplémentaires jusqu'à n'en plus pouvoir. On ne peut pas laisser notre hôpital et notre système de santé reposer uniquement sur la volonté extraordinaire de ces gens. Il faut déjà avoir une reconnaissance de leur travail qui est indispensable, surtout dans cette période. Donc il faut revaloriser leurs salaires qui sont beaucoup trop faibles. Mais il faut aussi, par exemple, aujourd'hui on est encore en train de fermer des formations d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignantes et d'aides-soignants. Ce n'est pas possible. On a besoin de revoir un petit peu, alors le neuromusculosis qui ne porte pas son nom, pour avoir plus de médecins, tout ça. Enfin, il faut qu'on revoie notre système de santé, qu'on ait des hôpitaux de proximité. Et c'est exactement ça que propose justement Fabien Roussel avec son programme. Plus de moyens pour l'hôpital public, avoir des hôpitaux qui ne soient pas éloignés de plus de 30 km de son domicile pour que voilà, on a un bassin de population qui soit justement servi en santé. Il faut investir dans la psychiatrie. Bref, il y a énormément de travail, mais vous savez, les communistes sont des gens, des militants de terrain, et pas que pendant les élections présidentielles. On connaît la situation de l'hôpital, et je peux vous dire qu'on a plein de solutions, effectivement, comme celle-ci, et plein d'autres encore à proposer pour qu'on ait vraiment une politique de santé cohérente, parce que là, on va vraiment droit dans le mur. Et j'aimerais vous entendre sur un sujet que vous avez peu l'occasion justement d'aborder dans les différentes interventions médiatiques, c'est la question de l'Union européenne et votre positionnement à l'international. Qu'est-ce qui vous caractérise par rapport à l'Union européenne? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon pour que nos auditeurs soient un peu informés, ou bien est-ce que vous avez un positionnement différent? Je pense que la question qui est essentielle au sujet de l'Union européenne, c'est que nous, effectivement, on veut une union de la solidarité. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les politiques libérales qui sont, voilà, que ce soit Macron ou que ce soit les décisions de la Commission, c'est les mêmes politiques libérales qui nous ont dit, je crois que c'est plus de 60 fois ces dernières années qu'il fallait réduire les dépenses de santé. Donc forcément, à partir du moment où on a toujours comme ça le doigt sur la couture, quand on a des situations telles que celles que nous vivons avec la crise économique la crise pandémique, avec les conséquences évidemment sociales et économiques que ça peut avoir, comment vous voulez qu'on réagisse quand on a des injonctions effectivement à couper les frais? La santé, c'est pas comme une entreprise en fait. Le but c'est pas de faire de l'argent, c'est de soigner les gens. Et donc le problème, c'est les politiques libérales et la façon dont on construit cette Europe. L'Europe, ça peut être un outil formidable si elle est au service des peuples. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les communistes ont dénoncé, effectivement, les traités de Lisbonne, notamment, parce qu'ils n'allaient pas dans ce sens-là et qui continuaient, justement, dans ces logiques économiques qui sont mauvaises pour les peuples européens. Nous, ce que nous voulons, c'est construire, effectivement, une Europe de la solidarité. Et
concrètement, comment est-ce que vous souhaitez construire cette Europe? C'est-à-dire simplement en désobéissant aux traités existants, en refusant... C'est un rapport de force. Il faut construire un rapport de force. Déjà, je pense que... et c'est pour ça que c'est important, justement, de bien choisir les candidats pour lesquels on va voter, parce qu'on envoie un message. C'est effectivement Fabien Roussel, président de la République en 2022, mais vous savez que en Espagne, il me semble que on est dans un système qui n'est pas effectivement à l'avant-garde des propositions libérales. On a des mouvements aussi au Portugal qui vont dans notre sens. On va construire un rapport de force et ensemble, on réussira à construire une Europe sociale. Et à ce sujet, toujours sur les questions européennes, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aussi dans le cadre normatif de revenir sur un certain nombre d'éléments? On peut penser justement à ce qui se passe au niveau des plateformes, puisque je crois que c'est votre domaine de spécialité. Pensez-vous que c'est simplement justement par la discussion autour de lois, éventuellement à 26, qu'on peut revenir un petit peu sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Vous savez, moi je ne veux pas vous cacher que je suis une européaniste convaincue. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que on peut travailler avec plein de gens. Moi, je travaille par exemple beaucoup avec Leïla Chaibi, qui est une parlementaire de la France Insoumise sur les questions européennes. Justement, elle a fait partie avec la gauche européenne des personnes qui ont permis d'influencer pour que la Commission propose cette directive qui dise stop aux plateformes numériques de travail telles que Uber et Deliveroo qui maintenant c'est fini, vous allez appliquer le droit du travail, ces personnes-là sont des salariés. Quand on a un objectif commun, on peut travailler ensemble sans aucun problème. Et justement, je pense que l'Europe, vous voyez, quand on travaille ensemble, quand on a l'intérêt collectif commun, l'intérêt des peuples en perspective, on peut faire des choses formidables ensemble. Qui aurait cru d'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais presque. Nous, est-ce qu'on va y arriver un jour? Mais qui aurait cru qu'au bout de 4 ans de combats acharnés au niveau local, en France comme ailleurs, on aurait réussi à convaincre la Commission de faire un tel texte. Donc je crois très sincèrement au rapport de force, sinon je ne ferais pas de politique par ailleurs. Et je pense qu'effectivement, les directives européennes, les règlements européens peuvent changer la donne. Et effectivement, ce qui se passe avec les travers des plateformes en est un exemple manifeste. Maintenant, en matière d'emploi, il me semble que vous défendez une hausse du SMIC à 1 800 € brut, la semaine de 32 heures, et la garantie de trouver un travail tout au long de la vie. Et c'est intéressant puisque ce dernier point a eu un certain écho justement à gauche dernièrement. On parlait de garantie d'emploi, ça a été repris par différents candidats. Il me semble que la France Insoumise l'avait repris, Anne Hidalgo aussi pendant un temps. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Je crois que Fabien Roussel avait eu des sorties un peu droites et assez violentes à ce sujet. Il est sur la question, en fait, si on parle effectivement de travail universel, c'est parce que nous avons une vision qui est à la fois plus générale et plus précise sur ces questions. On croit très fort que de toute façon, le travail est une partie importante de ce qui nous sommes dans cette société. On y passe beaucoup de temps. C'est aussi une façon de participer à la vie collective. C'est notre façon de contribuer un peu tous à cette société. Mais surtout, donc, non seulement le travail est essentiel, mais il doit être valorisé. Et effectivement, je pense que les sorties dont vous faites référence, Fabien Roussel, c'est qu'il disait qu'il préférait effectivement réfléchir au travail décent plutôt que construire toutes les politiques sociales autour des aides sociales. Je pense que c'est ça dont vous avez référence. C'est dire que oui, bien sûr qu'il faut des aides sociales pour les personnes qui sont en difficulté. Ça, je pense que vous vous doutez bien qu'on se porte pas à faux contre ça, et on pense même que il faut beaucoup de révalorisation pour certains cas, ce qui s'est passé avec les APL, par exemple, récemment. Vous savez très bien que nous avons été vent debout contre ce type de mesures. Mais en fait, le problème est encore la même chose. C'est qu'à gauche, on a oublié que oui, il faut aider les personnes qui sont dans des situations sociales compliquées, mais n'oublions pas le monde du travail. Le monde du travail, je pense que tout le monde autour de cette table le sait, le monde du travail est en train de devenir dingue, et que ce soit au niveau on n'a jamais produit autant de richesses, et les salaires sont extrêmement bas, les gens n'arrivent pas à s'en sortir dans leur quotidien. On a des journées de travail qui sont de plus en plus compliquées, y compris d'ailleurs chez des cadres à qui on va demander, après leur journée de travail, de continuer à bosser jusqu'à minuit parce qu'il y a le dossier de je sais pas quoi qu'il faut terminer, parce que vous comprenez, quand vous avez des responsabilités, c'est normal de beaucoup travailler. Non,
en fait. C'est pas possible. Ce monde du travail est en train de devenir dingue et il faut qu'on s'y attaque. Et donc oui, repenser, s'intéresser au travail, à la revalorisation du travailleur, à un environnement où on puisse s'épanouir au travail, où on puisse partager le travail, c'est au centre de nos propositions. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les 32 heures, et comme la revalorisation effectivement du salaire minimum, sont essentielles. 32 heures de travail, c'est mieux répartir le travail, c'est envoyer un message qui est de dire on va essayer juste de travailler collectivement ensemble de façon saine pour une société saine. Et puis aussi, on a le droit de faire autre chose que de travailler de façon productive pour gagner un salaire. Parce que si on a plus de temps, effectivement, grâce aux 32 heures, ça veut dire aussi qu'on peut passer plus de temps avec ses amis, avec sa famille, faire plus de travail associatif, de travail syndical et donc œuvrer autrement que par la voie productive à l'émancipation de la société. Et pour reprendre un thème toujours très cher au Parti communiste, la question de la répartition entre travail et capital, est-ce que vous avez des mesures nouvelles en termes d'imposition, de taxation, ou est-ce que vous restez justement sur la ligne que vous avez toujours défendue jusqu'à maintenant ? Alors pour le coup, je ne sais pas à quelles anciennes lignes vous faites référence exactement, mais la position des communistes effectivement et de Fabien Roussel est extrêmement claire là-dessus. Il faut déjà réduire les écarts de salaire, ça c'est la première chose. Il faut, et surtout la lutte contre la fraude fiscale. Vous savez que les communistes sont en pente, je pense notamment aux frères Bocquet, qui ont écrit de nombreux ouvrages en la matière. La fraude fiscale est un vrai fléau aujourd'hui en France. Il faut qu'on empêche effectivement les entreprises d'avoir des niches fiscales qui leur permettent d'avoir souvent anti-écologiques par ailleurs, qui leur permettent de conserver effectivement des revenus qui sont les revenus du travail. Il faut que effectivement on ait aussi des taxations différenciées pour les petites entreprises du quotidien qui effectivement vont aujourd'hui payer 33% d'impôts alors que à côté les grands groupes français grâce à l'optimisation fiscale vont payer de 7 à 0. Donc il faut vraiment qu'on renouvelle et qu'on fasse un petit peu table rase en la matière et qu'on pense une fiscalité qui soit plus juste pour les citoyens et pour effectivement les entreprises qui respectent les règles. Et vous avez choisi de mettre la jeunesse au cœur de vos priorités dans cette campagne avec un certain nombre de propositions. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce choix et aussi en détailler le contenu de manière pratique ? Oui, alors la jeunesse, vous savez, moi je suis enseignante-chercheuse par ailleurs et j'enseigne à l'université d'Avignon. J'ai enseigné à Valenciennes aussi. Et j'ai vu pendant je continue à avoir des jeunes qui sont dans des situations absolument compliquées, qui sont obligés de travailler pendant leurs études, qui souvent vont devoir doubler leurs années d'études, faire 2 L1, 2 L2, 2 L3, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de réussir, mais parce qu'en fait, quand il s'agit de travailler pour avoir un toit au-dessus de sa tête ou de travailler ses cours pour réussir son partiel, le choix il est vite fait. C'est un peu le problème de la dictature de la faim, quoi. Donc ça, il faut qu'on arrête avec ça. On ne peut pas continuer à avoir des étudiants dans des situations de paupérisation extrême et les voir faire la queue dans les centres de distribution alimentaire. J'aurais jamais pensé, pour le coup, qu'en tant qu'enseignante, j'aurais dû réfléchir avec mes collègues à savoir orienter mes étudiants vers les centres d'aide alimentaire. C'est absolument inconcevable. Donc, pour ça, effectivement, il y a plein de mesures. Il faut développer le logement étudiant en masse. On en a besoin. Il faut qu'on ait des logements peu chers, accessibles aux étudiantes et aux étudiants. C'est primordial. Et il faut aussi, et c'est, je pense, la spécificité aussi en la matière de la proposition, des propositions de Fabien Roussel, c'est un revenu étudiant. Et un revenu étudiant, c'est pas grand-chose qu'on demande. Je crois que c'est 850 €, si je me trompe pas, sur le dernier chiffre qu'on avait arrêté. 850 €, ça permet à celles et ceux qui le souhaitent de faire des stages, de faire des petits boulots, s'ils ont envie de se professionnaliser ou à côté sur d'autres choses, s'ils en ont envie. Mais au moins, ils ont plus cet impératif du toit, en fait. Ils savent qu'ils ont un revenu minimal qui leur permet grâce au logement étudiant qu'on construira, grâce à la cantine Crous à 1 €, toutes ces mesures vont leur permettre de vivre dignement et de se dire voilà, là je peux travailler à côté si j'en ai envie pour avoir un peu plus de revenus, mais ce que je vais avoir me permet de travailler aussi mes cours et donc de participer à mon émancipation, à ma construction en tant qu'individu et aussi en tant que futur professionnel. Donc ça c'est vraiment, je pense il y a que Fabien Roussel là, qui propose ça et je pense j'espère que la jeunesse va l'entendre. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on... Merci beaucoup, Barbara Gomez, d'être venue ce matin dans notre émission. La Grâce matinale,
L'interview politique.